Donc bonjour à tous, bienvenue au LF2L. Alors, on est ravis de vous voir, surtout en présentiel. On a réussi à faire cette journée-là. C'est bien, on avait planifié, Maxime, on a commencé à planifier ça en septembre, octobre. Et c'est vrai, on a pu faire ça, c'est très bien. Donc aujourd'hui, la journée est dédiée aux ateliers innovation et à la partie recherche sur le projet L. Donc vous avez vu l'emploi du temps, c'est assez chargé puisque ce matin vous aurez une première conférence sur l'innovation. Ensuite, vous aurez un premier atelier sur l'innovation où vous utiliserez des méthodes et des outils qu'on utilise à l'ENSGSI et à l'ERPI pour évaluer des dispositifs d'innovation. Et cet après-midi, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir un deuxième atelier, cette fois-ci sur travailler sur les actions du projet L et utiliser ces méthodologies, ces outils pour faire un feedback sur nos actions du projet L. Alors aujourd'hui on est au LF2L, Lorraine Fab Living Lab, qui est en fait une plateforme dédiée au Fab Lab et au Living Lab et qui appartient à l'ENSGSI, enfin à l'Université de Lorraine, et plus particulièrement à l'ENSGSI, l'École nationale supérieure génie des systèmes et de l'innovation, dont Madame la directrice Laure Morel est ici présente et va nous faire 2 mots d'accueil. Et puis, elle appartient également, elle est partagée aussi avec le laboratoire RFI, laboratoire dédié à l'innovation, dirigé par Mauricio Camargo. Donc, je laisse la parole, le mot d'accueil à Laure et à Mauricio en premier, et puis après on reviendra sur la conférence. Merci David. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est un très grand plaisir de vous accueillir dans ce merveilleux lieu, effectivement, qui montre que quand on parle d'innovation, formation et recherche ne peuvent pas être dissociés. Effectivement, ce lieu que vous voyez est le résultat, en fait, et nous en sommes très fiers, d'une collaboration entre des recherches qui sont menées par le laboratoire RPI, historiquement sur comment améliorer le pilotage des processus d'innovation, que ce soit dans les entreprises ou les collectivités, comment on peut transférer tous ces acquis-là sur la formation. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un plaisir de vous accueillir dans ce lieu où les étudiants de l'ENSGSI et d'autres composants de l'Université de Lorraine, quels que soient les niveaux d'études, on accueille aussi bien les IUT, les licences, les masters que des écoles d'ingénieurs, et même d'autres composantes qui ne sont pas de l'Université de Lorraine, comme par exemple l'ICN Business School ou l'école d'architecture, pour implémenter, en fait, voir comment on peut animer de la créativité. Et ce lieu est propice à ça, et comment on peut prototyper avec les outillages, impression 3D, découpe laser, tous les moyens qui sont disponibles pour réaliser des prototypes. Donc, vous voyez ici, par rapport au projet L, vous voyez qu'on est totalement dans le thème, comment effectivement mobiliser l'innovation, créativité, innovation, et ça passe déjà par les lycéens pour qu'effectivement, au moment où ils arrivent à l'université, on les retrouve déjà avec une certaine dynamique, une certaine attitude qui est bien dans une volonté de partager, de collaborer avec les autres. Donc je vous souhaite un bon atelier et une très très belle journée. Merci. Je ne vais pas être très long, mais pour compléter un peu ce qu'a dit Laure Morel, on est vraiment ravis de vous savoir aujourd'hui. Le projet L veut par nous, en tant que chercheurs, et je mets la casquette chercheur, c'est un terrain unique, parce que ça nous permet justement d'aller, on parle aujourd'hui de la quadruple hélice de l'innovation, et ces quadruple hélices, c'est l'université, les partenaires sociaux, les industriels, et l'ensemble de la société en général. Et c'est là où, pour nous, on peut tester, transférer un peu des choses qu'on développe, des outils, de la théorie. Et donc, et c'est fait partie de nos valeurs. Comme Laure l'a bien dit tout à l'heure, on est de plus en plus dans l'implication, pas seulement avec la recherche, mais avec d'autres acteurs. Et je cite juste les 48 heures pour l'innovation, qui c'est un grand événement pour l'école qu'on a fait le week-end dernier. Et pour la première fois cette année, on a eu des lycéens qui ont participé. Pourquoi? Parce que les gens sont une ressource précieuse et justement dans nos recherches, qui est pluridisciplinaire, lequel a toute sa place. Donc c'est ce que je voulais dire. On partage ces valeurs et on est ravis de vous savoir. J'espère que vous savez
profiter et interagir. Et ce soir, quand vous allez partir, vous allez voir que le projet va se consolider de plus en plus. Je sais que ça se passe très bien et nous, on fera tout pour que ça continue à se faire. Voilà, c'est notre engagement. Merci beaucoup. Merci Laure et Mauricio. Alors nous allons démarrer par la conférence innovation. Alors aujourd'hui, nous serons 4 à animer les ateliers. Manon, tu veux peut-être te présenter rapidement? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Manon Enjolras, je suis enseignante chercheuse au laboratoire RPI et à l'ENSGSI. Donc moi, en ce qui me concerne, je travaille particulièrement sur ces questions du pilotage de l'innovation, l'évaluation de l'innovation, de la capacité à innover des organisations. Donc voilà, je vais vous accompagner aujourd'hui sur ces questions-là. Nous aurons Vincent également, professeur à l'RPI. Oui, donc j'ai la chance de faire partie de cette équipe. Parfois c'est une chance, parfois c'est un peu compliqué parce que vous êtes par exemple dans des très très beaux locaux et quand on les a installés, les entreprises les ont laissés très très sales. Donc le fonctionnement de notre équipe, c'est qu'on prend tout en main. Et donc pendant 3 soirées, nous avons fait tout le nettoyage des locaux, c'est nous qui avons fait le nettoyage. Donc on est une équipe de passionnés et on espère qu'on va pouvoir faire des choses très très intéressantes avec vous, j'en suis sûr aujourd'hui. Voilà. Super. Raphaël, que vous connaissez quasiment tous, qui est aussi enseignant-chercheur à l'RPI, et puis moi-même qui suis... Alors Raphaël est plus spécialisé dans les bilingues, Vincent plus sur l'innovation en général. C'est Monsieur Innovation, parce qu'il a même écrit un livre sur l'innovation, un coécrit avec d'autres... Que je vous engage à lire. Donc Raphaël sur la partie bilinguable, et moi je suis plus spécialisé sur tout ce qui est innovation numérique. Voilà. Vincent, c'est à toi de démarrer le show. Bien, donc ce que je vous propose, c'est quelque chose d'assez traditionnel pour parler d'innovation, c'est qu'on se mette d'accord déjà sur des mots. Qu'est-ce que c'est que l'innovation? Et puis, puisqu'on a prévu de travailler ensemble, et bien, dans un deuxième temps, avec Manon, on va rentrer dans le comment. Donc on va discuter de là tout de suite maintenant, dans 2 directions. C'est quoi l'innovation? Et surtout, alors, le terme n'est pas beau, mais du coup il sonne quand même à l'oreille. C'est comment l'innovation? C'est-à-dire comment on fait concrètement. Donc on va démarrer là-dessus. Merci. Voilà. Donc, je vise le... Ah oui, c'est intuitif. Bien, alors, le laboratoire RPI, je passe à ces équipes. Donc, finalement, si on prenait quelques exemples pour rentrer un tout petit peu plus dans c'est quoi l'innovation. Alors, on a des choses comme, on va démarrer par la dématérialisation des activités, des actes, des assemblées. Beaucoup de plus en plus de collectivités se mettent à complètement dématérialiser toute la documentation, tous les procès-verbaux, etc., etc. Et donc, si ça c'est l'innovation, ça veut dire qu'il y a un critère qui est la nouveauté, c'est-à-dire que ça n'existait pas avant. Et puis il y a un autre critère qui est que c'est quoi l'objet finalement que l'on change et qu'on rend nouveau? Ben, c'est un procédé de travail, c'est-à-dire c'est la rédaction d'un document. Donc, on nous parle souvent du ton de Millau, etc., qui sont des énormes objets. On a tous dans notre poche à moins de 20 cm de la main, et les étudiants aussi, les élèves aussi. Oui, ça c'est quand même intéressant, hein. Sauf si vous avez des lunettes ou une prothèse. Aujourd'hui, on est dans un monde où les jeunes ont en permanence un objet, jour et nuit, à moins de 20 cm de leur main, qui est leur téléphone. Alors, c'est un exemple intéressant parce que c'est un objet, donc on innove sur un objet. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va innover sur une façon de faire. Et c'est de l'innovation. Donc, quand on dit c'est quoi l'innovation, c'est aussi une activité que je vais remplacer par une autre qui sera nouvelle. Donc, je ne rédige plus à la main
je ne prends plus des notes en sténo d'une réunion de travail, je vais intégrer un dispositif qui va me permettre de le dématérialiser. Ok? Alors, ça passe par l'ordinateur classique, je vois que vous tapez sur vos touches, etc. Mais bien évidemment, je pourrais être enregistré et immédiatement faire passer le texte sur l'écran, et donc je peux immédiatement transmettre le procès verbal de mon organisation, tout simplement, rien que par enregistrement et transformation. Je peux même l'envoyer à l'étranger, avec une traduction automatique. Et vous voyez que je ne change pas un objet, je change une activité. Ça, c'est l'innovation. Donc l'innovation, c'est des objets et des activités. Il y a même des innovations qui sont très très bizarres, où c'est une nouvelle activité, donc une prestation de service qui va être générée. Alors, il y a un exemple que j'adore, qu'on commence à retrouver dans différentes collectivités. Oui, c'est ça, c'est vachement intuitif. C'est ce qu'on appelle à Barcelone les boutiques amies, qu'on trouve sous d'autres terminologies en France maintenant. C'est le fait de dire, voilà, quand un enfant se promène dans la rue, il peut avoir un problème. Donc en début d'année scolaire, les enseignants emmènent les parents et les enfants dans la rue et leur montrent des boutiques où il y a un gros autocollant. À Barcelone, ça s'appelle les boutiques amies. Et donc les enfants savent que, quelle que soit la difficulté qu'ils ont dans la journée, ils peuvent aller dans cette boutique et que le commerçant, ses employés ont tous été formés à l'accueil, comment on s'occupe d'un enfant qui a peur, etc. Quelles sont les mesures à prendre, qu'il faut prévenir, etc. Comment faire pour lui donner un petit truc à manger, pour le détendre, etc. Donc, on voit qu'on peut aussi innover sur ce qu'on apporte aux gens, donc au service. Donc, on voit qu'on a des produits qu'on va changer, on a des activités internes qu'on va changer, et on a aussi quelque chose qu'on va donner aux autres, un service que l'on va changer. Alors, ces choses que l'on va donner aux gens, ça peut être recalé dans un contexte traditionnel. Par exemple, des collectivités qui commencent à faire des petits déjeuners de l'administration. Donc en gros, les citoyens peuvent venir prendre un petit déjeuner et ils sont assis à leur table, à côté, ici, de quelqu'un, d'un agent de police, ça peut être d'un instituteur, ça peut être d'un inspecteur des impôts, etc. Et en déjeunant, donc je croque dans mon croissant, et en même temps, je comprends comment fonctionne l'administration. Alors on voit que là, on n'est presque pas dans un nouveau service, mais on est presque dans un nouveau contact entre les gens. Donc j'ai le citoyen qui est là, j'ai l'administration, ils sont habitués à travailler ensemble, mais c'est la nature du lien que je vais changer. Donc on voit comment on commence à voir que l'innovation, c'est sacrément captivant, parce que je vais changer des objets, des activités des gens, je vais créer des nouveaux services et je vais changer les relations entre les individus. Ok? Donc, autre chose aussi, on peut changer la façon de travailler des gens, mais juste sur certaines variables. Par exemple, un exemple qui est sacrément intéressant, c'est cette collectivité qui a demandé aux agents d'entretien de cesser de travailler la nuit et le soir, parce que c'est trop traumatisant pour leur vie, c'est de travailler en même temps que les gens qui travaillent. Donc comment je fais pour trouver des nouveaux systèmes horaires et donc une nouvelle façon de travailler, sachant que, vous imaginez que ça ne va pas être simple, c'est qu'on va nettoyer votre bureau pendant que vous y êtes, ou en tout cas pendant votre journée de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on vit ensemble entre celui qui entretient, qui fait la maintenance, et nous qui utilisons l'espace. Autre chose aussi, toujours dans la notion de relation, et nous on vous demandera naturellement d'avoir un œil là-dessus, c'est comment l'usager, et donc on est toujours dans la relation, comment l'usager va intervenir avec nous, mais pas simplement au moment où on travaille. Donc c'est pas simplement l'usager qui s'adresse à vous pour avoir un conseil, une orientation, etc. C'est aussi avant. C'est quand on est au point, le système qui va nous mettre en relation. Donc, c'est un peu, il ne faut pas rêver, mais c'est un peu comme si on intervenait pour décider de comment on allait prélever nos impôts. C'est-à-dire, comment je fais quelque chose de nouveau
Et ce fait nouveau, non seulement les gens vont le vivre, mais ils vont le concevoir en amont. Donc la grande question, c'est dans tous nos dispositifs, comment on va faire une relation avec des enfants, des parents d'élèves, etc., bien en amont. Ok ? Alors vous voyez que finalement, quand on regarde, l'innovation, ça s'éclaircit, mais on voit que c'est quelque chose de très très fin et dans plein de dimensions. Donc l'innovation, c'est des objets, c'est des nouvelles chaises, c'est des nouvelles façons de travailler, c'est des nouvelles prestations de services, c'est le fait qu'on ait accès à sa banque jour et nuit à distance, c'est des relations différentes entre les individus, d'accord ? Regardez la différence de relation que vous avez aujourd'hui avec votre médecin via Doctolib, mais aussi via les sites internet qui vous permettent d'avoir votre diagnostic à l'avance, etc. Donc c'est tous ces éléments-là. Donc la question se pose, lorsqu'on décide d'innover dans un domaine, c'est de se dire sur quelle dimension je vais insister en termes d'innovation. Ok ? N'hésitez pas à poser des questions, hein, si vous en avez. Alors, on retrouve ça, naturellement, j'ai encore quelques exemples, mais ça c'est pour vous montrer plus que finalement, on peut se poser la question de est-ce que quand j'innove sur un produit, est-ce que je suis pas un tout petit peu obligé de changer la relation avec l'usager? Est-ce que je peux innover sur une chaise sans changer la façon de travailler des gens? Bref, les éléments qu'on vient de voir avant, est-ce que de temps en temps, ils ne sont pas un peu associés les uns aux autres de facto? Alors par exemple, si on prend cette petite fille qui va faire du télétravail, bon, elle est dans un contexte assez agréable hein, pour travailler et faire son éducation à distance, finalement, il y a bien une nouvelle façon de travailler, mais on voit aussi qu'il y a des nouveaux objets, par exemple des nouvelles plateformes numériques. Si je prends, je ne pensais pas un jour parler de Lady Gaga en parlant d'innovation, j'ai rien contre Lady Gaga, hein. Mais quand Lady Gaga a été la première à lancer un grand concert international en ligne, on voit bien que le produit lui-même, le concert, est quelque chose d'un peu particulier, puisque chaque artiste joue tout seul dans son coin, bien qu'ils doivent être en cohérence et en harmonie avec tous les autres. Mais il faut aussi, la plateforme Internet et le système de streaming qui va avec est totalement nouveau aussi. Donc on a aussi une combinaison d'innovation. Voilà, et puis pareil pour le médecin, celui qui fait de la télémédecine, à la fois le médecin change de façon de travailler, mais aussi il a des outils qui apparaissent. Donc voilà, tout ça pour dire que l'innovation, ça porte sur différents points, et que souvent ils sont quand même un peu interconnectés. Donc, quand on dit qu'on va innover, qu'on veut faire quelque chose de nouveau, dans notre esprit à nous, il faut être très précis. Est-ce que je fais un objet? Est-ce que je transforme l'activité des gens? Est-ce que je travaille sur un processus, voire un procédé? Est-ce que je travaille sur l'interrelation entre les gens? Ou est-ce que je crée un nouveau service? Et à l'intérieur de ça, est-ce que j'ai une combinaison? Des remarques par rapport à ça? C'est clair? Alors, quand on s'intéresse à l'innovation, il y a une question que vous auriez dû me poser, c'est qu'il y a un adjectif que j'ai utilisé relativement souvent, c'est nouveau. Alors c'est quoi nouveau? Et comme disait Coluche, est-ce qu'on peut faire plus nouveau que nouveau? Voilà. Alors, dans notre esprit à nous, quand on nous parle de nouveauté, immédiatement, on est un peu tordu, on switch, c'est-à-dire que dès que quelqu'un nous parle d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, pour nous immédiatement, on cherche à mesurer le degré de nouveauté. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Alors, est-ce que ça existe un degré de nouveauté? C'est-à-dire, est-ce que cette brosse qui a un forme ronde par rapport à celle-là, est-ce qu'il y en a une qui est plus nouvelle l'une que l'autre? C'est ce genre de questions qu'on doit se poser. Est-ce que le fait qu'une banque propose de vous donner votre compte en banque en continu, ou est-ce que si elle vous propose de pouvoir donner de l'argent à un ami sans son RIB, etc., en quelques minutes, quel est le plus nouveau des deux? Et ça, il faut le décider. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez toutes et tous là, proposer des choses nouvelles en termes d'accompagnement. Et les choses ne se passeront pas de la même façon après
au niveau de la conception selon le degré de nouveauté. Dit autrement, un projet sur quelque chose qui a un faible degré de nouveauté ne se pilote pas de la même façon tout à fait qu'un projet sur lequel il y a un fort degré de nouveauté. Donc il faut le savoir. Okay. Alors, quelle est la démarche qu'on utilise? Elle est relativement simple, c'est qu'on va regarder ce que l'on change. Alors première chose, est-ce que l'on change la manière de travailler de l'agent? C'est-à-dire celui qui va faire le produit, celui qui va faire l'activité, celui qui va faire la prestation de service, est-ce qu'on lui change son activité? Donc, vous modernisez l'accueil d'un service public, est-ce que vous changez le métier de la femme et de l'homme qui vont recevoir les gens? Si oui, on voit qu'on va avoir une petite brique verte, et ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle une première discontinuité, c'est-à-dire qu'on fait un changement, il y a une discontinuité en interne de la structure. Okay. Donc, dans vos structures d'accompagnement, ce que vous allez prévoir dans l'accompagnement, est-ce que les gens qui aujourd'hui font de l'accompagnement, on va changer leur façon de pratiquer? Ça, c'est le premier point à voir. Le deuxième point à voir, c'est si je change la relation entre la personne qui fait le job et la personne qui va en bénéficier, le bénéficiaire, un citoyen, un usager. Donc, est-ce que la façon de proposer le transfert qui se fait à l'autre change? Donc, est-ce que je change moi ma façon de travailler et est-ce que je change ma relation à l'autre? Donc, quand on a fait des formations à distance, la formation à distance, ça a changé mon job. Pourquoi? Parce que je me suis mis à fabriquer des vidéos pour les étudiants. Donc, j'ai bien changé ma façon de travailler et ma relation aux autres a été changée parce que pour interpeller les étudiants, je ne pouvais pas leur poser de questions, il fallait que je passe par des outils de questionnaires, etc., etc. Donc non seulement je change ma façon de travailler, mais je change ma relation aux autres. Okay. Quand je fais du travail à distance avec les étudiants, la façon de travailler sur les exercices et les devoirs à faire change. Okay. Bien, donc j'ai un double changement. Donc je vais regarder quelles sont les innovations qui changent ma brique verte et ma brique bleue. Et tout ça, ça reste chez moi. Mais vous pouvez aussi avoir des innovations qui sont ce que j'appelle moi briques rouges, c'est-à-dire qui changent la façon de fonctionner, cette fois-ci de l'autre. Donc l'utilisateur va aussi être impacté. Il ne pourra plus continuer de la même façon. D'accord? Donc, quand vous travaillez avec votre banquier et que vous utilisez vos comptes, vous pouvez continuer à vivre de la même façon, même si votre banquier vous a proposé sur votre téléphone de suivre vos comptes. Donc ça ne change pas votre façon fondamentalement de fonctionner. D'accord? Par contre, le jour où on vous propose de conduire une voiture avec un système d'assistance pour vous garer, ben vous ne vous garez plus de la même façon. Votre comportement change. Vous n'avez plus les mêmes peurs, etc. Votre façon de fonctionner change. Okay? Donc on peut transformer et avoir un impact sur la façon de travailler de l'usager. Alors vous voyez tout de suite que là, cette fois-ci, si je change ma façon de travailler en interne, si je change mes relations avec les clients et que l'autre, l'utilisateur, le bénéficiaire est obligé de changer, je commence à avoir un impact qui commence à être très très fort. Et puis, ben, le summum, c'est la brique jaune. Si je les additionne toutes, ça veut dire que je change la relation de l'usager avec les autres. Donc, quand la société automobile me fournit une voiture qui se gare toute seule, okay, ça change ma façon de fonctionner, mais aussi ça change la façon de travailler du garagiste. Le garagiste ne peut plus réparer ma voiture de la même façon. Donc ça change sa façon de travailler. Et au-delà de ça, le garagiste va me dire, vous savez, il va falloir absolument que je règle votre système régulièrement, donc il faut régulièrement venir me voir. Et puis, je peux même avoir des capteurs qui me diront si votre voiture est en panne. Donc ma relation à mon garagiste change, et mon garagiste va par exemple me proposer un forfait et me faire payer les choses différemment. Donc sa relation avec moi va changer. Donc ça veut dire que lorsque je veux savoir si l'innovation est nouvelle ou pas, je vais en fait me fixer 4 critères. Est-ce que ça change ma façon de travailler? Est-ce que ça change ma façon de ma relation avec les clients? Est-ce que ça change la façon de travailler de l'autre? Et est-ce que lui aussi est impacté dans ses relations? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une petite règle qui est simple, c'est de se dire que le niveau d'innovation est faible si j'ai les briques bleues, vertes et bleues et vertes.
En gros, si le changement est purement interne, je vais dire que l'innovation est incrémentale ou modérée. Si j'ai une variable externe, ici, soit rouge, soit jaune, je vais considérer que j'ai quelque chose que je vais appeler réellement nouveau. Et enfin, je vais qualifier d'innovation de rupture ce qui touche à mes 4 briques ici. Donc Internet, très clairement, c'est les 4 briques ici. Voilà. Ça change tout. Et donc j'ai bien innovation de rupture. OK? Donc je suis capable de mesurer la nouveauté. Alors, d'ici quelques minutes, on va vous demander de le faire. On va vous proposer quelque chose de nouveau. Vous devrez nous dire déjà si c'est un produit, un service, une relation, etc. Et on va vous demander de mesurer le degré de nouveauté de cet élément qui est apparu. OK? Ça vous apparaît clair? Donc vous voyez bien que ici, on va, dans votre cas et dans notre cas ici, on va se poser plein de questions sur qu'est-ce que ça change dans la façon de travailler dans nos services. Est-ce que ça change la relation que les services auront avec les élèves, avec les parents d'élèves, etc. Mais est-ce que je change aussi la façon de fonctionner de l'élève? Et est-ce que je vais changer, par exemple, la relation entre l'élève et le parent d'élève et ses parents? Donc c'est tout ça qu'il va falloir mesurer. Et on voit bien, on commence à percevoir que si j'ai un projet avec les 4 briques comme ça, je vais devoir faire des choses dans le cadre de mon projet, par exemple vérifier l'acceptabilité de manière beaucoup plus forte, dans certains cas que dans d'autres. Donc en fait, les phases de mon projet vont un peu être modifiées. OK? Alors, avant de passer au comment, on s'est dit avec Manon que on allait recenser toutes, j'allais dire toutes les bêtises, c'est pas tout à fait vrai. On a essayé de relever un peu dans la presse tout ce qu'on voit sur l'innovation et qui nous paraît perturber, mettre du bruit dans le système et ne pas aider les gens à comprendre réellement ce qu'il faut faire. Alors, on vous a listé quelques idées fausses que l'on trouve généralement. Visiblement, ce n'est pas intuitif et je ne suis pas fait pour ça. On va donc regarder tout ce qui se dit autour de l'innovation, au-delà de ce que les gens voient, parce que ce que vont voir les gens, c'est des objets. Tout le monde voit la voiture qui se garde toute seule, tout le monde voit les nouvelles plateformes, mais derrière ça, il y a toute une mécanique. Et voyons ce qui se dit et qui n'est pas exact dans toute cette mécanique. Alors tout d'abord, dire que l'innovation serait réservée qu'à une seule catégorie de personnes, dont des ingénieurs, dont des gens qui vont faire beaucoup de techniques. Ce qui est faux. Ce qui est faux, c'est que l'innovation, c'est pour tous. Le commerçant qui, à un moment donné, vous fait un système tout simple, il y a déjà 10 ans, où il vous dit « je vais vous livrer les fleurs directement chez vous ». Et si c'est un mariage, je mettrai une petite étiquette spéciale, etc. etc. Ça n'existait pas avant. C'est bien quelqu'un qui, tout seul dans son coin, a fait une innovation. Et vous voyez que ça change sa façon de travailler, si je reprends mon degré de nouveauté, et ça change sa relation avec les gens, puisqu'il doit connaître parfaitement quelle est la cérémonie à fêter, etc. etc. Faire preuve de discrétion, etc., etc. Donc on a bien quelque chose qui, en interne, perturbe tout son fonctionnement. Il y a une vraie discontinuité. Donc il est capable de faire de l'innovation. Donc l'innovation, c'est pour tous. OK ? Lourd à son chef, voilà, moi les outils sont dans mes poches arrière, et donc quand je me tourne, de temps en temps, je frotte la carrosserie, il m'arrivait de rayer les voitures en cours de montage. Donc on va faire des ceintures en réfléchissant parfaitement à la position la plus parfaite des outils. En particulier, je propose de mettre des outils plutôt sur le devant, etc. etc. C'est quelqu'un qui a fait de l'innovation. Donc l'innovation, c'est pour tous. Deuxième point très important, c'est qu'il y a des bonnes et des mauvaises idées. Donc on fait une sélection. Alors, ouais, sûr, on va faire un petit exercice. On a le temps, tout petit. Je vais vous demander de fermer les yeux. Voilà, fermez les yeux. Vous les rouvrez. Et nous sommes dans les années 70. Donc vous n'avez pas d'ordinateur dans les mains, vous tenez un livre. Il faut qu'on modifie un peu. Vous aussi, vous avez un livre sur vos genoux. D'accord ? J'ai les lunettes qui ne sont pas progressives. J'ai les grosses lunettes avec des gros verres épais, etc. On est dans les années 70 et je vous fais une proposition. Je vous propose
de devenir millionnaire. Pour ça, il faut que vous me donniez 300 francs, chacune et chacun. C'est quand même une belle somme. Vous le faites ou vous ne le faites pas? Je vois des hésitations. Alors je vous en dis un peu plus. Avec votre argent, je vais fabriquer des petits carrés de papier jaune fluo. Ne me demandez pas à quoi ça sert. Et puis il y a une originalité quand même, c'est que c'est le seul produit au monde qui colle, et quand je le retire, il n'y a aucune trace. C'est chouette. Donc pour 300 €, avec une colle qu'on ne voit plus après, je ne sais pas à quoi ça sert. Je fais vous des millionnaires. Vous me donnez de l'argent? Ah, j'ai commencé à avoir des billes. Il y a des gens qui sont intéressés. 75 milliards de chiffre d'affaires. Vous voyez que quand on discute des budgets de l'éducation nationale, c'est pas rigolo. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise idée. C'est impossible. Au moment où démarrent les choses, c'est quand on vit l'innovation, il faut sortir ça de sa tête, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule chose, c'est les idées dont on sait qu'on peut construire quelque chose. C'est-à-dire qu'on propose une idée, d'accord? On nous a proposé il y a quelques temps, il y a quelques années, de faire un Fab Living Lab. Entre nous, on a discuté, on s'est dit, on est capable de l'étudier, ça. On peut aller à l'étape d'après. C'est tout ce qu'on peut dire. Et puis ce qu'on s'est dit aussi, c'est que ce n'est pas contraire aux lois de la physique, c'est pas contraire aux lois de la biologie. Donc, voilà, c'est tout. Donc ce n'est pas totalement impossible et on peut continuer à construire. Donc c'est la seule condition. Est-ce que, ça m'intéresse, cette idée, ce concept initial, et est-ce que je peux continuer à construire? Donc il n'y a pas de bonne et de mauvaise idée. Et puis enfin, le fait qu'il y ait des génies qui soient créatifs. Eh bien, nous, on s'est lancé le défi au niveau de notre équipe de démontrer que tout le monde est créatif. Tout le monde peut faire de l'innovation. Mais il y a quelques conditions. Par exemple, être capable de raisonner soi-même, individuellement, de différentes façons. D'accord? Donc, par exemple, vous êtes toutes et tous des gens bien éduqués, donc vous avez des démarches de logique, donc. Vous voyez que si on est capable de se forcer à faire l'opposé du donc, voilà, est-ce que je peux inventer un pneu qui tient absolument pas la route, mais qui continue à consommer beaucoup d'essence? Alors qu'en principe, on consomme de l'essence à cause du frottement. Donc est-ce qu'on peut générer des idées? Est-ce qu'on peut raisonner à l'inverse de notre propre logique? Ça veut dire qu'on peut être créatif. Et puis enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'innovations, les idées viennent par confrontation à quelque chose. Confrontation à l'expérimentation. Okay? Si par exemple, vous n'avez jamais, qu'est-ce que je vais dire, si vous n'avez jamais posé de panneaux de placo-plâtre pour bricoler chez vous, peut-être que ça va être difficile pour vous d'innover. Donc parfois il faut passer par l'expérimentation, avoir fait soi-même pour avoir des idées. Ok? Alors vous voyez tout de suite ce que ça amène comme idée quand on veut faire de l'accompagnement aux étudiants. Donc parfois c'est par le faire que l'on peut innover. Parfois aussi c'est de se confronter justement aux futurs utilisateurs. Vivre avec eux, les écouter, les regarder, les observer. Donc on se confronte à l'utilisateur. On peut aussi se confronter à la théorie, lire des livres, voir des experts. Donc il y a plein de façons de devenir créatif. Okay? Donc l'innovation, c'est à la portée de tous. Il n'y a pas de bonne et mauvaise idée. Et il faut juste accepter à un moment donné de se confronter à des tas de choses pour rentrer dans le processus créatif. Ok? D'ailleurs, dans ce qu'on va vous faire après, on va vous demander de vivre certaines confrontations. Alors, on va démarrer maintenant, sauf si vous avez des questions.
une question sur Ouais. à quel point c'est une innovation. Parce que vous avez présenté des exemples de choses qui sont maintenant passées dans le cadre ordinaire, je vais dire. Ouais. À partir de quand on se dit c'est plus innovant, c'est Alors. Ces questions-là se posent peut-être pas, mais. Si. C'est important parce que on touche à deux choses, c'est-à-dire au fait qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'objectif. C'est-à-dire que c'est visible et démonstratif. Donc quand je vous montre mon degré de nouveauté, c'est factuel. Je peux prouver les choses, je peux les décrire. Et donc, quand je l'étudie, je peux me comparer avec ce qui préexiste dans mon environnement et continuer à mesurer mon degré de nouveauté pendant que je conçois. Il se peut qu'il arrive quelque chose, c'est-à-dire qu'un autre organisme fasse la même chose que moi, et à ce moment-là, je continue à étudier mon affaire, mais mon degré de nouveauté s'est dégradé. Et puis après, il y a le moment où je le lance. Et quand je le lance, j'ai aussi toujours une partie de la population qui peut-être, pour adopter mon service, va être obligée de changer sa façon de fonctionner. Donc ça reste une innovation tant que les discontinuités vivent. C'est-à-dire que tant que les gens ne sont pas, c'est pas dans leur quotidien, c'est pas devenu un standard, il y a toujours un côté nouveau. Okay, c'est un peu dur à dire, mais quelque part, les produits Microsoft ne sont plus avec un super degré de nouveauté sur leur fonctionnalité standard, parce que ça fait partie de nos vies. Bon, pour des gens un peu privilégiés, il y a encore des gens pour qui ça ne fonctionne pas. Mais voilà, donc c'est plus quelque chose dont on peut parler en termes d'innovation. Donc il y a quand même une temporalité, c'est vrai. Mais tant que vous êtes, on parlait ce matin avec les collègues du Thermomix, tant que vous avez une partie de la population qui, par exemple, ne peut pas l'adopter pour différentes raisons, etc., et donc dans ces nouvelles pratiques, et parce qu'aussi, naturellement, ça change la relation. Si vous n'êtes pas connecté à Internet pour trouver des recettes, vous ne pouvez pas utiliser votre Thermomix ou des choses comme ça. Si vous n'êtes encore pas dans la situation de vivre la chose, et si donc le produit n'est encore pas adapté au quotidien traditionnel des gens, ça reste une innovation. Il reste un côté en tout cas innovant. D'autres questions là-dessus? Alors c'est important comme question, parce que du coup, est-ce qu'il faut, quand on innove sur l'accompagnement, ça permet de se dire, est-ce qu'il faut que j'accompagne à l'accompagnement? Est-ce qu'il faut que j'accompagne les gens sur une certaine durée pour qu'ils adoptent mon innovation? Et tant que le degré de nouveauté reste assez fort, très souvent, il faut que j'accompagne. Vous savez, c'est le très bel exemple du projecteur à diapositive. Quand 3M a lancé le système qui permettait, avec les petits carrés en carton et puis l'image au milieu, et puis de passer et tout ça, ils se sont dit ça va marcher, ça va être génial. Sauf que c'est tellement nouveau, c'est tellement transcendant par rapport et en rupture par rapport aux pratiques des gens que ça ne s'est pas vendu. Alors comment ils ont accompagné? Vous savez, l'astuce pour accompagner 3M, pour accompagner les gens à utiliser ça, c'est qu'ils ont donné les appareils à des instituteurs. Et donc en fait, c'est les instituteurs qui l'utilisaient, les gamins trouvaient ça génial, ils racontaient ça aux parents qui voulaient absolument avoir l'appareil et qui allaient voir l'instituteur au départ pour leur demander mais comment ça fonctionne, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'utilisez? Donc la formation d'IBM, de 3M aux instituteurs repassait aux parents, et donc il y a un accompagnement. Donc et après c'est devenu un appareil plus traditionnel. Mais donc il y a un accompagnement à prévoir, et tant que le degré de nouveauté est fort, il faut, quand on lance une innovation, prévoir l'accompagnement. Alors on va passer aux 4 leviers. Il y a 4, quand on est dans un organisme, on a devant nous 4 manettes. On a mis 4 pièces de puzzle, 4 manettes à manipuler pour faire de l'innovation. Donc nous, on va vous demander aujourd'hui d'en manipuler un certain nombre, mais il y a 4 manettes. Alors comme on a fait ça, pour la petite histoire, comme on est un labo de recherche, on a beaucoup lu, on a été visiter beaucoup d'entreprises, on a fait des projets dans des entreprises pour vivre avec les entreprises, on est allé voir à l'étranger, etc. Et de tout ça, on a sorti une liste de bonnes pratiques dans les entreprises privées, dans les entreprises publiques, dans les administrations, dans les associations. On a regardé quelles étaient les pratiques principales des structures qui arrivaient à innover.
Voilà, et donc c'est ça qu'on va vous présenter en 4 domaines. C'est toi qui prends la parole maintenant? Vas-y. Bien, alors effectivement, le premier domaine qu'on va... Oups, pardon, effectivement, c'est pas intuitif. Le premier domaine qu'on va vous présenter, on se place au niveau donc, de l'organisation, sous-entendu de la structure qui porte l'innovation. Alors une structure, comme le disait Vincent, hein, c'est une entreprise, c'est une école, c'est une mairie, c'est un rectorat. Tout dépend en fait vraiment de qui met en place cette dynamique d'innovation. Et donc pour la mettre en place, cette dynamique d'innovation, eh bien il va falloir mettre en place des routines, changer des habitudes au sein de cette structure pour devenir une organisation, ce qu'on appelle une organisation apprenante. Puisque finalement, la première chose à avoir en innovation, c'est une stratégie, sous-entendu une direction. Où est-ce que je vais? Et pour réussir à identifier ce où est-ce que je vais, eh ben, il faut déjà avoir une petite idée d'une part des besoins des usagers, puisque ça c'est vraiment le point crucial. Quand on parle d'innovation, ce qui tire l'innovation, c'est avant tout un besoin. Ce n'est pas une technologie, ce n'est pas un problème technique, c'est le besoin du futur utilisateur. Et le futur utilisateur, ça peut être l'usager en tant que tel, ça peut être un élève, ça peut être un professeur, ça peut être une personne de l'administration. Cette notion d'utilisateur, elle est cruciale. Et donc, il y a une grande importance à connaître ses besoins. Pour connaître ses besoins, on peut se dire, bon je vais regarder les études qui sont faites, je ne sais pas, par l'INSEE, qu'est-ce qui se passe, pour les étudiants ou les élèves, par exemple, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Ok, c'est une façon de faire. Je vais aller voir les personnes qui sont à leur contact au quotidien. Qu'est-ce que les professeurs peuvent en dire? C'est une autre façon de faire. Mais à vrai dire, ce vers quoi on tend en innovation, c'est regarder vraiment l'usager, l'étudiant, l'élève, comment il fonctionne, est-ce qu'on l'observe, est-ce qu'on est capable d'identifier des signaux faibles qui potentiellement pourront dire là il y a un problème, il y a quelque chose qui lui pose problème dans son fonctionnement au quotidien, il y a quelque chose qui le bloque, il y a quelque chose qu'on pourrait aider, qu'on pourrait soulever pour faciliter son fonctionnement au quotidien. Donc une des premières choses à mettre en place, c'est cette question de besoin, raisonner en termes de besoin et en termes d'utilisateur, puisque c'est ça qui tire l'innovation. Un autre point aussi pour identifier des signaux faibles, des opportunités, et donc pour mettre en place une stratégie, c'est aller vers une notion de veille, être constamment à l'affût, c'est-à-dire regarder quelles sont les tendances réglementaires, les tendances sociales, les tendances politiques, les tendances technologiques aussi peut-être. Et donc, voir un petit peu, être à l'écoute de son environnement, de ce qui peut se passer, tout simplement pour ne pas être dans une posture réactive, c'est-à-dire attendre entre guillemets que ça nous tombe dessus et voir ce qu'on en fait, mais être capable d'aller voir un petit peu en anticipation, sentir un peu les choses et dire ah là il y a peut-être quelque chose qui va se passer, et donc je peux l'identifier et potentiellement l'anticiper au mieux. C'est un moyen aussi, en parallèle des besoins, de tirer une stratégie d'innovation. L'importance de l'écosystème aussi bien sûr, puisque une innovation qu'on va mettre en place dans un certain contexte va marcher. Si je la place dans un autre contexte, ça ne marchera plus. Donc l'importance de connaître son écosystème et les particularités de cet écosystème, c'est crucial également. Et puis ça permet d'avoir des objectifs réalistes et qui seront potentiellement acceptés par les futurs usagers. Et puis, une fois qu'on a tout ça, j'arrive à peu près à voir où je veux aller, ou en tout cas je suis capable de définir un objectif, une stratégie. La vraie question maintenant, c'est comment j'y arrive. Et donc le dernier point, ça va être de définir des objectifs et d'être capable de faire régulièrement des retours d'expérience. Et ça, c'est extrêmement important parce que quand on parle d'innovation, on n'est pas sur, entre guillemets, un one-shot. L'idée, c'est pas juste de je lance un projet, ce projet aboutit, très bien, c'est super, on s'arrête là. Ça rejoint un peu votre question de dire à quel moment est-ce que l'innovation devient un standard puis devient peut-être obsolète. Parce qu'en fait, c'est un cycle et c'est un renouvellement perpétuel. Et d'où l'importance de cette stratégie. Pour être capable de lancer une innovation, oui, mais surtout être capable de recommencer et potentiellement d'adapter les choses. Et donc pour ça, c'est définir des objectifs et c'est surtout être capable de prendre un peu de recul et de dire est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Et est-ce que dans mes pratiques au quotidien, j'ai des choses à changer ou j'ai des choses à mettre en place pour mieux capter les informations, pour aller au contact des élèves plus facilement, ou peut-être pour favoriser des échanges avec mon écosystème et donc répondre mieux à leurs attentes. Donc en termes d'organisation, c'est donc des routines, des bonnes pratiques et surtout un moyen de soutenir l'innovation, une fois oui, mais surtout être capable de reproduire. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, peut-être, oui. J'avais une question par rapport aux besoins. À connaître les besoins des usagers, il y a effectivement des usagers qui peuvent avoir des besoins, il y en a peut-être qui n'ont pas de besoins. Enfin, il y a une intensité aussi dans les besoins, il y a des besoins qui sont plus ou moins centraux pour les gens. Et que faire aussi si nous on identifie des besoins
besoin, les parents, les personnes n'ont pas forcément envie de répondre à ces besoins. Enfin, nous, on peut penser qu'un élève a besoin, une famille, les parents ont des besoins en termes de suivi, on pense des manques, des choses comme ça en termes d'accompagnement, mais les familles n'ont pas forcément envie systématiquement d'être accompagnées. Là, vous appuyez sur un point clé en disant nous, on peut penser que. Et c'est typiquement ça. La vraie difficulté dans l'identification des besoins, c'est justement de ne pas se mettre à la place d'eux, parce qu'on n'en est pas capable. Et c'est toute la difficulté. Et donc, l'intérêt d'observer et d'avoir des méthodes, des pratiques pour remonter ces besoins, on va en voir certaines ensemble d'ailleurs, c'est effectivement crucial parce que dans aucun cas vous serez capable de dire oui, mon élève a besoin de ça. C'est pas possible. Parce que vous n'êtes pas dans sa tête. Et donc, cette question des besoins, vous abordiez aussi la question des besoins qui sont importants, d'autres qui le sont peut-être moins. Il y a effectivement différents types de besoins. Il y a des choses qui sont entre guillemets des basiques, c'est-à-dire que si un élève n'a pas accès à du matériel en cours pour écrire, ça ne marche pas. C'est un besoin basique entre guillemets. Par contre, il y a d'autres types de besoins qui vont être peut-être plus subtils. Sous-entendu, si quelque chose, c'est pas quelque chose d'exprimé en tant que tel, l'étudiant ne va pas dire j'ai besoin de ça. Mais par contre, si c'est quelque chose que vous pouvez potentiellement amener de manière plus implicite, là on est capable de l'identifier. Et c'est là où c'est extrêmement important parce que jamais l'étudiant vous dira texto j'ai besoin de ça. Et donc c'est pour ça que les méthodes sont extrêmement importantes. Pour être capable de structurer un peu les choses et de faire sortir ces besoins, les identifier, les comprendre. On va d'ailleurs faire une expérimentation tout à l'heure pendant l'atelier pour être capable justement d'identifier si ces besoins c'est quelque chose qui dépend l'étudiant, dont il est conscient peut-être, ou peut-être pas, ou est-ce que c'est quelque chose dont il dépend, c'est-à-dire s'il n'a pas ça, il ne peut pas avoir l'information correcte, ou encore est-ce que c'est quelque chose qui lui pose un problème au quotidien et qu'on est capable de lever. Donc en fait, on est avec des méthodes de ce type-là, on est capable d'identifier le type de besoin auquel on répond, et donc de voir à quel moment est-ce qu'on peut agir dessus. Mais je suis d'accord avec vous, il y a certains besoins qui sont entre guillemets un peu implicites, et c'est toute la difficulté d'aller les chercher. Ouais, et puis c'est plus sur la partie projet, mais il y a quelque chose qu'il faut assumer, hein, et qu'il faut vivre avec, même si de temps en temps ça empêche de dormir. C'est qu'il est indispensable de comprendre les besoins des gens. On va concevoir quelque chose qui tient compte des besoins des gens, sauf qu'il reste toujours une étape, et qui est très incertaine, c'est l'acceptabilité. Et ça, on va voir qu'il y a des techniques, nous ici sur la créer des bâtiments, c'est pour essayer de mieux capter l'acceptabilité. On fait des produits un peu virtuels de temps en temps, pour que les gens puissent, on commence à voir s'ils acceptent un produit qui n'existe encore pas totalement. Enfin, il y a des solutions. Mais c'est à la fois hyper frustrant, mais il ne faut pas oublier que c'est la liberté qui s'exprime par l'être humain, qui est de dire on me propose quelque chose, ça répond à mes besoins, mais j'en veux pas. Et je ne le ferai pas. Donc, c'est toujours ça, c'est de dire qu'il y a bien deux, comme l'a expliqué Manon, il y a bien une nécessité d'approfondir dans toutes les dimensions le besoin, mais quand on fait de l'innovation, il y a une autre étape qui est essayer d'étudier et d'évaluer l'acceptabilité. Si tu me permets, Vincent, on avait travaillé un exemple qui est intéressant sur cette question de besoin avec un groupe d'étudiants. C'était sur un babyphone. Le travail, l'idée, c'était mieux qu'un babyphone, c'était une chaussette pour les nouveau-nés qui donnait de l'information sur l'état de santé du nouveau-né, est-ce que son rythme cardiaque était stable, est-ce qu'il était à la bonne température, etc. Et on s'est posé la question des besoins pour les parents. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'en fait, la chaussette permettait d'avoir de l'information en continu, et une information très précise. Donc on était capable à n'importe quelle seconde de savoir le rythme cardiaque, la température, s'il dormait bien, s'il avait changé de position. Et donc, à première vue, un parent vous dit « ouais, c'est super, parce que ça me rassure, je suis content, je sais comment on va me le donner, etc. » En tout cas, c'est ce que les étudiants avaient en tête. Sauf que... Voilà. Et en fait, c'est extrêmement anxiogène. C'est extrêmement anxiogène, et des parents, quand l'enfant dort, ils ont aussi peut-être envie de dormir un peu, et pas d'avoir les yeux rivés sur les rythmes cardiaques, la température, etc. Et donc là, typiquement, on est sur une interprétation des besoins qui se révèle en termes d'acceptabilité totalement fausse, parce que c'est plus anxiogène qu'autre chose. Et ce qui est intéressant sur ce cas, qui est vraiment intéressant, c'est que, imaginons que les parents acceptent le produit. Il se peut très bien que ce soit le médecin traitant qui dise attention, il y a des points que vous n'avez pas regardés dans votre affaire. Et moi, je ne suis pas l'utilisateur direct, mais je suis dans l'écosystème
Et moi, je dis non. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre les analyses de besoins des gens directement, mais aussi des gens qui sont a priori périphériques, mais qui peuvent avoir un rôle très très important. Donc c'est vrai que cette notion de besoin, c'est vraiment un des points, d'ailleurs sur lesquels on va vous demander de travailler, et qui demande beaucoup de finesse et de doigté. Alors, on va passer à un autre levier, une autre manette qu'on a entre les mains. Vous avez vu que la première manette, elle est permanente, hein, comme l'a expliqué Manon, c'est-à-dire que c'est vraiment des routines. En permanence, je dois avoir une stratégie, en permanence, je dois comprendre les besoins, je dois les suivre. Donc tout ça, c'est permanent. Mais à un moment donné, je décide de lancer un projet. Alors le projet, il a quelque chose de très spécial, que en général, on n'explique pas, et que les gens, on ne leur explique pas, ils ne le vivent pas au début comme ça. Mais c'est très spécial parce que c'est comme si je créais une équipe, une structure, une entité qui va avoir une durée de vie courte, un début et une fin. C'est comme si je créais une entreprise et qui va mourir, je le sais, parce qu'une fois que le projet est terminé, ça va s'arrêter. Mais mon équipe, là, qui va vivre ensemble, qui va travailler ensemble, elle a bien une existence, etc. Et elle doit avoir une façon de travailler pour lancer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les leviers plus précisément et qui sont à notre disposition lorsqu'on travaille sur un projet? Alors, première chose, il y a toute l'organisation et toutes les méthodes que je vais utiliser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais, par exemple, décider de traiter mes données, mes informations d'une certaine façon. Par exemple, je vais faire des enquêtes, donc je vais bien utiliser des méthodes d'enquête. Je vais traiter mes informations, par exemple, je vais faire un peu de stats, etc., des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est que le premier point clé? C'est la méthode de travail, les méthodologies que je vais utiliser tout au cours de mon projet. Ce qui veut dire que nous vous engageons plus que fortement, lorsque vous démarrez un projet, de faire le séquencement de toutes les méthodes que vous allez utiliser. Et puis après, au cours de route, vous pourrez les modifier, etc., mais il faut le faire. Quelque chose dont Davy est un grand spécialiste. Aujourd'hui, l'approche, elle est très orientée sur ce qu'on appelle l'agilité. Alors je vais peut-être dire les horreurs par rapport à notre spécialiste, mais en gros, l'idée pour moi, c'est de se dire qu'avant, on faisait beaucoup d'études, et puis on commençait à faire quelques expérimentations. Aujourd'hui, l'approche est différente. C'est que j'étudie, je fais un objet, un proto, je teste, je refais les études en fonction de ce que j'ai vécu, et puis des choses que du coup, je n'avais pas compris. Et donc, je fais beaucoup plus de séquences, études, réalisation, études, réalisation, études, réalisation. Okay, donc, ça veut dire que je dois avoir une organisation et une planification aussi de ça. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il faut planifier. Alors, il faut oublier ce qu'on vous a appris à l'école. On ne planifie pas des tâches, on planifie des objets. Donc, je dois avoir en tête tous les objets que je vais réaliser dans les semaines qui viennent. Et puis, je programme mes méthodologies et mes études entre les deux. Donc, est-ce que je dois avoir une maquette, par exemple, d'un site internet? Oui. Quand? À quelle heure? Pourquoi? Et puis, hop, je passe, et puis je me dis, puis après, j'en ferai une deuxième maquette, puis après ça sera véritablement un prototype que je vais développer sur je sais pas quoi. Et voilà. Et donc, je planifie les objets et je mets mes études. Et ça, c'est un des leviers très importants en innovation. Je vous rappelle la vieille expression française, c'est on met sur la table. Ce qui veut bien dire que pour discuter entre nous, on met quelque chose sur la table. Et de plus en plus, on met des objets plutôt que des dossiers d'études. Voilà. Alors, autre chose aussi, donc on a dit des méthodologies. Alors OIC, j'ai oublié de dire, OIC c'est le jargon. Nous aussi, on a nos cibles, il n'y a pas que vous. OIC, c'est objet intermédiaire de conception. C'est-à-dire c'est l'objet que je réalise en cours de route, les objets que je réalise en cours de route. Objet intermédiaire de conception. Autre point important, les rôles de chacun dans un projet. Il faut vraiment se mettre d'accord sur les rôles. Qui fait quoi? Qui a des responsabilités? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme décision? Qu'est-ce qu'on peut consommer comme ressources? Qu'est-ce qu'on peut dépenser? Tous ces éléments sont très importants sur le rôle de chacun. Est-ce que j'ai le droit d'aller à l'extérieur, discuter avec d'autres personnes? Qui? Est-ce que je peux aller à l'écosystème sans demander l'autorisation de mon supérieur hiérarchique? Tout ça, ça doit être très très clair. Et puisqu'on est en innovation, régulièrement, on doit revoir les responsabilités des uns et des autres.
Parce que plus j'affine mon projet, plus je le connais, plus je suis capable d'adapter les responsabilités à la vérité de la situation. Et puis ensuite, ce qui est très important, c'est comment je place le projet dans l'organisation hiérarchique. Alors ça, je dirais que ça, c'est pas spécifique au public, c'est toujours, j'allais utiliser le terme galère, mais c'est pas loin de ça, c'est comment vous faites pour avoir 2 chefs. Vous travaillez dans le cadre d'un projet, mais vous travaillez avec un chef de projet. Ouais, et vous avez le chef de votre service. Et c'est toujours compliqué, quel que soit le droit. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça soit clarifié. Donc, il faut que la hiérarchie définisse les règles et que ce soit clair sur votre rôle en dehors de votre service ou dans le cadre d'un projet pour un service. Et ensuite, il faut aussi que le processus de validation, c'est-à-dire qui prend la décision, soit très clair. Alors, qui prend la décision, mais aussi le délai. La galère, c'est d'attendre l'accord de je ne sais pas qui devait donner son accord, mais il est parti en réunion, et puis finalement il y a autre chose à faire, et puis ça passe par un tel qui va demander à un tel la validation, etc. Il faut être très clair, et il faut l'écrire, le processus de validation. Et quand on écrit un processus de validation sur un projet qui doit durer 6 mois, et que le processus de validation dure 1 mois, et qu'on fait de l'agilité, on voit bien, même les grands chefs voient que ce n'est pas possible. Donc il faut mettre les gens devant les impossibilités qui existent au niveau des projets. Donc, on voit que quand on veut piloter un projet, il faut agir soi-même et il faut trouver les méthodologies. On va vous en présenter certaines. Il faut avoir une séquence d'objets à réaliser. Il faut être clair sur les responsabilités et la façon dont, finalement, le processus de décision est pris. Voilà, ça c'est le deuxième levier. Je vais accélérer un petit peu, je crois qu'on est. Ah, Oui. Donc, un peu plus rapidement, alors le troisième levier sur lequel il va falloir agir, c'est les personnes. Puisque quand on parle d'innovation, on parle avant tout de personnes, c'est les personnes qui innovent. Donc comment est-ce qu'on gère les bouleversements qui sont induits par l'innovation au niveau de la structure en tant que telle, mais aussi sur tout ce que ça peut rayonner finalement dans l'écosystème. Et donc pour ça, là, il y a un vrai élément qui est extrêmement important quand on parle d'innovation, c'est la formation. Encore une fois, ça rejoint ces questions d'acceptabilité, c'est-à-dire que même si on est au degré de nouveauté le plus bas que Vincent vous a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire que l'impact va être entre guillemets seulement en interne de la structure, et bien comment ça va être accepté par les personnes qui sont concernées? Est-ce que des nouvelles compétences sont à prévoir? Comment je les construis? Et puis surtout en place. Et donc pour ça, il y a aussi l'importance de la culture au sein de l'organisation. Alors ça, malheureusement, il n'y a pas de recette magique, et c'est extrêmement dépendant de la structure, des personnes qui sont impliquées, des managers. Donc encore une fois, pas de recette magique, mais c'est extrêmement important de laisser la place à la notion de nouveauté, laisser la place à la curiosité, et puis accepter aussi que parfois, on n'a pas toujours le temps. L'innovation, c'est pas toujours facile à intégrer dans nos emplois du temps. Il y a les tâches du quotidien qui sont là, il faut les faire. Donc comment est-ce que malgré tout ça, j'arrive à ouvrir un petit peu la porte à des initiatives, à des échanges, des partages? Et c'est là où la notion de retour d'expérience dont on a parlé au tout début sur le levier organisationnel est extrêmement important aussi, parce que c'est créer des conditions. C'est créer un moment, un lieu qui est dédié à ça et permettre aux personnes de s'exprimer. Et puis le retour d'expérience aussi, c'est aussi cette question du droit à l'erreur, parce que quand on parle d'innovation, malheureusement ça ne réussit pas toujours. Parfois il y a des idées qu'il faut améliorer, comme on l'a dit, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises idées, il y a des idées à construire. Et il y a des étapes dans cette construction, et parfois on se rend compte qu'une ligne qu'on a choisie, ça ne fonctionne pas, il faut revenir en arrière et voir comment on aurait pu le faire autrement. Et ça, typiquement, ça paraît entre guillemets relativement évident, mais dans les faits, ça veut tout simplement dire, oui, je me suis trompée, comment est-ce que j'aurais pu faire mieux? Et il faut laisser la porte ouverte à ça, ce qui n'est pas toujours simple, parfois quand on écrit dans le quotidien. Le dernier point, c'est que il est apparu un nouveau phénomène il y a à peu près une dizaine d'années, qui fait que, très étrange, il est aujourd'hui, on peut dire en gros, strictement impossible d'innover tout seul. Donc un service ne peut pas innover. Une entité comme les vôtres ne peut pas innover tout seul. Aucune structure ne peut innover tout seul, c'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'il faut tellement d'éléments à prendre en compte et tellement de spécialités qu'il faut avoir des poules de compétences
Et donc, il faut faire des partenariats. Donc, innover, c'est trouver des partenaires qui vont travailler avec nous pour faire cette nouveauté et engendrer cette nouveauté. Donc, le premier point, c'est de connaître l'écosystème, c'est-à-dire de connaître tous les partenaires qui ont autour de leurs compétences, trouver ceux qu'on va pouvoir associer, avoir une vision de chaîne de valeur. Ça veut dire quoi? C'est très simple, ça veut dire qu'à un moment donné, quand je vais faire une prestation de service, il va y avoir des étapes, contacter les gens, trouver les gens, les contacter, faire qu'ils se rapprochent de moi, leur donner le service, évaluer le service. Donc il y a toute une chaîne, et je vais regarder à chaque étape qui peut m'aider à faire la conception technique de tout ça. Naturellement, mais ça, vous, c'est votre cas, quand on est dans vos domaines, il faut savoir repérer des acteurs économiques, mais aussi tous les acteurs académiques qui ont des tas de compétences et puis qui peuvent contribuer. Et puis enfin, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des endroits, des lieux et des moments où justement on va se rapprocher d'autres à l'extérieur et travailler avec les autres. Donc il faut que ça s'organise. Nous, si on a un lieu comme ça ici, c'est justement pour aider les gens à travailler ensemble et à se rencontrer et à vivre des moments où ils vont travailler ensemble. Voilà. Donc, prévoir des moments, connaître son écosystème et en particulier les acteurs académiques, et puis prévoir donc des partenaires qui vont nous aider à chaque étape de la mise au point. Donc, vous avez vu 4 leviers, et ça, ce qui vous est proposé, c'est de piocher dans ces 4 leviers des éléments qui seront importants pour la suite de vos projets, etc. Et de savoir comment vous organisez, quels sont les points clés pour vos projets, quels sont par exemple les apprentissages qu'il faut développer et quels seraient les partenaires à évoquer dans le cadre de vos projets. Voilà, vous allez piocher là-dedans et c'est ça l'innovation, et c'est ça l'innovation partout, mais en particulier dans la fonction publique. On a fait le tour, je crois. Vous avez des questions, des remarques par rapport à ça? Avant de plonger dans le vécu, puisque on va vous demander d'appliquer beaucoup de choses autour de tout ça. Ah, une question, Maxime? Ouais. Selon vous, les mécanismes de l'innovation sont très différents que le secteur public et le secteur privé? Avec l'expérience qu'on a, moi je dirais aujourd'hui que oui. Il y a des différences dans les processus de décision. C'est-à-dire que la décision n'est pas prise de la même façon, pour plein de raisons. Ce n'est pas les mêmes personnes qui décident. Dans le privé, de temps en temps, vous pouvez dire à quelqu'un, c'est toi qui prends toutes les décisions, t'assumes, et si ça ne marche pas, ben, tu partiras. La décision est beaucoup plus collective avec une notion aussi hiérarchique dans le public. Et ça change beaucoup de choses. Autre chose aussi qui change, c'est la valeur que l'on donne aux choses. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments de valeur qui sont différents dans le privé et dans le public. Par exemple, il est difficile dans le public d'innover en ne ciblant que certaines populations à l'intérieur d'un groupe. On cherche quand même une certaine universalité dans ce qu'on veut faire. C'est le contraire dans le privé. Si vous faites ça, vous risquez de vous planter. C'est-à-dire que vous allez dire que vous allez faire un sac à main pour les femmes qui ont des petites voitures et qui vivent à la campagne. Donc vous allez cibler les populations. Oui, c'est un bon exemple. Donc oui, il y a des choses qui sont différentes de ce type. Autre chose aussi, et que là qui ne plaît peut-être pas dans le public, pour le public, c'est le droit à l'erreur, qui est beaucoup plus compliqué, par exemple dans une collectivité, qu'un agent accepte de prendre des risques alors qu'il est au-dessus de lui, non seulement un chef de service, mais un élu qui veut être élu, c'est pas si simple que ça. Et donc, oui, il y a des différences. Mais on a une chance, c'est que la plupart des méthodologies qu'on utilise marchent dans les différents domaines, même si quand on les utilise différemment. Et les méthodologies de base, on a parlé d'analyse de besoins, de méthode agile, ça marche à peu près dans tous les domaines. Mais oui, il y a des différences, c'est clair. D'autres questions? Merci Vincent.
laisser la parole à Ouais, donc après la vision bien large de l'innovation de Vincent, moi je vais vous parler des Living Labs en général, et puis après David va recentrer encore sur ce qui se fait dans elle. Alors Vincent est monsieur innovation. Je parle tout à Gouverne, hein, si j'ai des conneries, n'hésite pas. Alors, il faut voir une chose, c'est que les Living Labs, c'est un dispositif parmi d'autres pour innover. Hein, c'est ce qu'on peut déjà évoquer Manon et Vincent. C'est plus qu'un outil parce que ça, pour le coup, ça modifie complètement les relations qu'on peut avoir entre les concepteurs et les usagers, entre un concepteur et des fournisseurs, des partenaires, etc. Et surtout, ça oblige à se centrer sur l'utilisateur, l'usager. Donc celui qui sera bénéficiaire de ce qu'on va créer, que ce soit un produit, un service. Si on reprend un peu l'histoire de l'innovation, jusqu'aux années 70, en gros, l'innovation, c'était de la recherche et développement, c'était des gros organismes qui faisaient de la recherche fondamentale. On avait cette vision d'une recherche qui alimentait la technologie alimentant l'innovation. Et puis, plus ça a été, plus on a intégré plus on a vu que c'était un phénomène qui était multiple et polymorphe. Puis aussi, on s'est retrouvé dans un contexte où les projets de développement doivent aller de plus en plus vite. On a de moins en moins le droit à l'erreur, c'est-à-dire que si on propose un produit, un service, on a quand même grandement intérêt à ce que ça corresponde aux attentes et aux besoins des gens. Et donc on a commencé à intégrer petit à petit le point de vue de l'usager, de l'utilisateur dans la conception. Alors au début c'était par des enquêtes à certains moments pour valider des choses, donner des pistes. Et puis ce qu'on va voir c'est maintenant on est à un moment où les partenaires d'un projet sont impliqués au maximum, autant que faire se peut, dans la conception de ce projet. Donc un Living Lab, ça s'inscrit dans le mouvement de l'innovation ouverte. Alors ce qui est intéressant là, c'est de voir qu'il y a des phases, qu'il y a des méthodos et surtout des acteurs qui sont de plus en plus larges. Typiquement sur le projet L, c'est un peu la trame qu'on a suivie. Hein. Les méthodos, ce que disait Vincent, hein, que ce soit dans le public ou dans le privé, la méthodologie, on l'adapte, mais la structure reste là. Hein. Les Living Labs, c'est un type d'Innovation Lab ou d'Open Labs. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que c'est des démarches qui sont portées par des acteurs divers. Donc on va chercher cette diversité, il y a toujours quelqu'un qui pilote, il y a toujours quelqu'un qui est moteur, mais on va chercher à avoir une diversité d'acteurs. On dépasse des modalités d'innovation traditionnelles, où on arrête de penser à la place des autres, on leur demande leur avis, voire même on leur demande de participer au dispositif. On va le voir après, c'est des processus qui sont très itératifs. Parce que quand on innove, on fait quelque chose de nouveau. Quand on fait quelque chose de nouveau, on suit forcément un chemin qui est nouveau. On sait où on veut aller, mais on ne sait pas comment y arriver. Pour faire ça. Et donc on est constamment obligé de regarder notre carte, notre boussole et de se dire, bah oui, on est dans la bonne direction, ce qu'on fait, ça colle pas. Et si ça colle pas, bah, il faut faire demi-tour, reprendre une autre direction, etc. Donc c'est des processus où il y a beaucoup de boucles de rétroaction. Et c'est des démarches propédeutiques dans le sens où on apprend en marchant. Et nous, on a beau accompagner, participer à beaucoup de projets d'innovation. À chaque projet d'innovation, bah, on est dans de l'ajustement, on est dans des évolutions et des adaptations. Ce qui est dans les caractéristiques des Innovation Labs, il y a la matérialisation dont Vincent a parlé. Vous avez une travée à côté qui est faite pour ça, je reviendrai pas dessus. Et surtout, c'est l'ouverture. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le projet à la fois à l'interne et à la fois à l'externe. C'est pas parce qu'à l'interne j'ai un groupe projet dédié au travail sur le projet que je ne vais pas ouvrir à d'autres collègues, à d'autres personnes dans l'entreprise. Et je vais ouvrir en dehors parce que je ne vais plus faire mon processus de conception juste avec les gens de mon entreprise, les gens du bureau d'études, les fournisseurs,
fournisseurs, les marketeurs, etc. Mais je vais intégrer des fournisseurs, par exemple. Je vais intégrer des vendeurs. Pourquoi? Parce qu'à un moment, peut-être que mon idée de produit, elle va modifier la façon qu'auront les vendeurs de travailler. Donc j'ai besoin de les intégrer assez vite parce que qu'ils se rendent compte de ce qui va se passer, puis aussi qu'ils puissent faire des retours sur l'acceptabilité, si on peut dire, de ce qui va être proposé, de ce qui va sortir du projet. Donc les Innovation Labs, c'est des espaces d'expérimentation. Ce qui fait que dans les entreprises, ça peut créer des ruptures culturelles, on va dire, dans le sens où il y a beaucoup de domaines, en particulier dans la fonction publique, où on n'a pas le droit de se rater. On ne laisse jamais le droit à l'erreur. Ce qui fait que les gens n'ayant pas le droit à l'erreur ont peur de se tromper. Comme ils ont peur, ils ne font rien. Ils décident de rien, ils attendent que le chef dise. Comme ça, c'est le chef qui prend la responsabilité. S'il se trompe, ça lui tombe dessus. Et puis le chef attend que le chef attend que le chef. Dans l'éducation nationale, et dans tous les Innovation Labs, on va trouver des Fab Labs, donc vraiment Fabrication Laboratory, où là on est sur la fabrication, la matérialisation, avec un esprit très communautaire et très tourné vers le partage. Donc, on voit aussi le côté Open Innovation. C'est par exemple les gens qui travaillent dans des Fab Labs avec des imprimantes 3D, etc., ont cette habitude, parce que c'est un peu c'est ancré historiquement dans ces domaines-là, de partager leur fichier de conception. Par exemple. Ils conçoivent un produit, ils montrent le produit, ils partagent le fichier de conception. Donc chacun apprend des autres. Il y a un grand partage de connaissances et l'ouverture se fait elle est presque à 360, on peut dire, dans ces domaines. Donc pour vous donner une idée un peu de l'importance du phénomène, en 2008, il y avait 34 Fab Labs dans 10 pays. Aujourd'hui, il y en a 800. C'est dans combien de pays? C'était sur l'Europe. Sur l'Europe. Autre type d'Open Lab, on a les Makerspace, les Hackerspace. Alors là, c'est plus pour les geeks comme Davis, c'est très digital, mais on retrouve le même principe que sur les Fab Labs. C'est-à-dire que là, on est pour le coup sur la conception informatique, on va dire, mais de la même façon que quelqu'un qui a une imprimante 3D va partager les plans du produit qu'il a conçu. Là, on va partager des algorithmes, des outils informatiques qu'on va construire. Et, on compte 21 hackerspace en France. Et il y en aurait 1200, un peu plus de 1200 dans le monde. Donc là, on est sur un type un peu particulier qui est dédié au numérique. Et puis les Living Labs, ce qui nous concerne et nous occupe plus particulièrement. L'idée du Living Lab, c'est de prendre en compte les acteurs au plus près du réel. C'est d'où le côté living. C'est qu'on cherche à être au plus près des gens, au plus près de ce qu'ils vivent. Si on prend n'importe quel projet, on a toujours des différentes strates, des acteurs plus ou moins illuminés, etc. Nous, je vais reprendre l'exemple de Vincent, quand on nous oblige à faire des cours à distance parce qu'on est tous confinés, ça change ma pratique. Moi, je commence à avoir des idées de ce que je pourrais faire comme séquence pédagogique, par exemple. Et je mets en œuvre, les étudiants ne sont pas preneurs. Comme je suis prof, je me dis quand même, les étudiants, ils sont trop bêtes. Ils ne savent pas ce qu'ils ont raté. Je vais leur poser 2-3 questions à la fin du cours. Et comme c'est devant tout le monde, etc., ils vont me répondre très peu diplomatiquement. Peut-être même me dire ce que j'ai envie d'entendre. Et c'est pas comme ça que je vais pouvoir vraiment savoir ce qui leur correspond. Il faudrait que je travaille avec eux et surtout que je me mette à leur place. Il y a un concept de philosophie assez vieux, mais il y a ce qu'on appelle le Dasein, l'être là. On a tous une façon d'être au monde qui est particulière. Elle dépend de notre personnalité, à la fois dans notre corps, dans notre psyché.
dépend aussi de notre position dans l'espace social, mais on ne peut jamais complètement réduire quelqu'un à une position. Et je ne peux pas avoir la prétention, moi, de savoir ce que pensent mes étudiants. J'aime bien la remarque tout à l'heure, on a des parents, on pense qu'ils ont besoin d'un accompagnement. Mais eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Je ne peux pas le savoir, je ne peux pas y accéder. Donc le Living Lab, c'est de se dire, ben, on va un peu réunir et faire dialoguer ces différentes façons d'être au monde qui concernent mon projet, et comme ça, on va avoir une pluralité de points de vue à tous les moments du cycle d'innovation. Alors nous, on est plus centré sur les phases amont du processus, donc avant la mise en production, mais ça peut continuer pendant le temps le cycle de vie du produit, du service, etc. Donc ce qu'on va chercher à voir dans un Living Lab, on est très centré sur tout ce qui est le sens, la signification d'usage. Qu'est-ce que ça fait de participer, d'être usager de tel service, telle chose. Les situations aussi, parce que tout produit, toute innovation est utilisée dans un contexte particulier. Le contexte va avoir une influence sur l'usage du produit. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'être au plus proche du réel. Et puis on va regarder en fonction de ces conditions d'usage comment les gens peuvent ou pas s'approprier un dispositif, un produit, une appli, que sais-je encore. Ce qui est fondamental dans les Living Labs, alors on a différentes façons d'interagir avec des usagers, selon que l'environnement soit le plus réaliste possible ou pas, et selon l'implication qu'on va avoir de l'usager. Là en bas, vous avez une implication par le dialogue, c'est-à-dire qu'on fait parler les gens. C'est déjà pas mal. Et plus vous allez vers le haut, et plus là, ce qu'on va regarder, c'est l'usage et l'expérimentation. On fait agir les gens. C'est pour ça, typiquement, qu'ici, on est équipé d'Oculus, de différents moyens pour analyser l'activité de quelqu'un sur une tâche. Donc les Living Labs, on cherche à être les plus réalistes possible et on implique énormément les gens par l'action. Parce qu'on est sur des dispositifs qui sont des dispositifs de co-création, co-construction. Alors je vous parlais tout à l'heure de processus itératif. Alors là, on a pris les types d'acteurs, on a gardé les types d'acteurs qu'on rencontre dans le projet. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre, hein, peu importe. On va toujours être qu'on soit dans la phase de conception, prototypage ou de développement, on va toujours articuler des actions qui relèvent à la fois de l'exploration, de la co-création, de l'évaluation et de l'expérimentation. Et on va faire des chaînes comme ça, et petit à petit, hop, on va passer de la phase de conception, quand on conçoit, souvent on a une vision très séquentielle des process, c'est-à-dire d'abord on conçoit, après on imagine, on va dire, après on prototype, on revient sur le prototype en fonction des expérimentations, développement, et on balance. Alors on se rend compte que c'est pas du tout comme ça, c'est qu'en général déjà concevoir, trouver des idées, ça demande d'explorer un peu le problème, de poser les bonnes questions, de faire de la créativité pour générer des idées, donc plutôt de la créativité en groupe, de réfléchir sur les idées qu'on a générées, de commencer à se demander lesquelles ont un intérêt plus grand que d'autres, éventuellement se rendre compte par ces idées qu'on a mis à jour des problèmes dont on n'avait pas conscience au départ et qu'on doit revenir dessus, et c'est peut-être sur ces problèmes-là qu'il vaut mieux faire de la créativité. Donc on est dans des boucles récursives, ce qui est souvent perturbant en termes de gestion de projet, c'est pour ça qu'on va de plus en plus vers des méthodes agiles. Parce qu'en général, les gestionnaires, ceux qui dirigent, qui sont en poste de direction, ils aiment bien quand c'est plat et linéaire. Vous leur dites quand ça commence, vous leur dites quand ça finit, ils sont contents. On peut presque aller jusqu'au modèle de gestion de projet qu'on trouve chez les équipementiers automobiles,
Donc, tout projet a 12 phases. Toutes les 3 phases, il y a un gate. On passe le gate. Ce qui a été fait avant, on n'en parle plus, on passe à la suite, etc. Là, dans les Living Labs, on est beaucoup plus dans l'interaction parce qu'on pense tous ensemble. Donc il y a un côté un peu moins maîtrisable, on va dire, voire parfois complètement immaîtrisable. En plus, déjà, je vous ai beaucoup parlé de l'intérêt et l'obligation presque d'intégrer les acteurs, les parties prenantes, les usagers. Alors on va les usagers, on va les mobiliser pour qu'ils nous proposent des idées, pour mettre à jour leurs besoins, découvrir des désirs, des peurs, des choses qui pourraient soit leur donner envie de ce qu'on propose, de l'innovation, soit qui pourraient les freiner. On va observer des comportements, essayer de comprendre des réactions, etc. Et après, on a l'autre partie, c'est plus côté animation. Les animateurs dans les Living Labs ont un rôle un peu particulier dans le sens où il s'agit à la fois d'animer, de faire vivre des ateliers, de faire vivre un processus, et à la fois de l'observer. On est à la fois animateur et observateur. C'est-à-dire que, en même temps qu'on va faire, on va collecter des données qualitatives, quantitatives, pour évaluer ce qu'on est en train de faire. C'est la boussole de tout à l'heure. Si on veut aller, mais à un moment, le plan, la boussole, pour se dire, ah, on est dans la bonne direction, ça nous donne vraiment des pistes, ou au contraire, il va falloir réorienter, réajuster, rectifier le tir. Et donc, si on prend à chaque phase, on va utiliser différents outils. Là, on vous en a mis quelques-uns. Davy vous redira lesquels on a utilisés dans le projet. Donc, analyse des acteurs, vision produit-service qui vous sera présentée, me semble, tout à l'heure. Ouais. Les audits, les matrices SWOT, force, opportunité, menace, faiblesse. Donc, il y a des outils qui sont typiques en phase d'idération. Donc, comprendre, analyser une situation, un contexte, et puis générer des idées. Pendant le prototypage, on va utiliser d'autres outils, et encore d'autres lors des phases d'évaluation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois dans un Living Lab, l'idéal veut que ces différentes phases soient conduites de façon collaborative. Donc, d'une façon où un maximum d'acteurs sont partie prenante de la décision et participent à la décision et à l'orientation du projet. Je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là, ou ce sera peut-être encore plus clair quand Davy aura repositionné par rapport à elle. Alors tu descends. On avance, on descend. Voilà, t'as vu qu'il y a des descendre. Donc en fait, comme vous l'avez compris, tous les principes de l'innovation énoncés par Vincent et Manon, nous, on a décidé de les appliquer dans une démarche Living Lab, puisqu'on va retrouver l'ensemble des leviers, l'ensemble des méthodologies et les principes d'innovation énoncés auparavant. Sauf qu'on a décidé de le faire dans la démarche Living Lab pour être au plus près des utilisateurs finaux, et puis pas que des utilisateurs finaux, parce que comme l'a dit Vincent, en fait, maintenant pour faire de l'innovation, il faut agir sur l'ensemble de l'écosystème. Et la démarche Living Lab nous permet en fait de faire intervenir l'ensemble des personnes qui vont être concernées par ces innovations-là, que ce soit aussi bien les PCEN que les directions ou les lycéens, ou les personnels de l'orientation. Donc sur le projet, nous, l'idée du consortium c'était de déployer le Living Lab dans le lycée, donc du côté de Ardennais et du côté Lorrain, et puis de déployer aussi un autre Living Lab, cette fois-ci sur les observatoires des parcours. Pourquoi deux Living Labs différents? Parce que le Living Lab sur les 4 actions, elle touche vraiment les lycéens en direct, et ce Living Lab est vraiment déployé au sein des établissements, alors que l'observatoire des parcours ne sont pas forcément les mêmes acteurs. Donc le Living Lab là est plus déployé avec des personnels et des membres de l'éducation nationale. Alors, notre approche Living Lab, à chaque fois, on essaye de le faire. On a eu le Covid qui est arrivé, on a essayé de le déployer au mieux dans chacun des territoires, des 4 territoires lorrains, et de la même manière, vous l'avez fait, vous, à l'UTT, du côté Champ-Ardennais. Et on a à peu près 25-40 participants à chaque fois.
on les a vus en ligne quand on a eu le Covid. C'est vraiment un travail avec l'ensemble des personnes de l'écosystème. On veut aussi bien, on ne veut pas que des lycéens, on ne veut pas que des équipes éducatives, mais on veut que les équipes éducatives, les lycéens, les personnels de l'orientation travaillent tous ensemble. Et même on est allé quelquefois beaucoup plus loin que ça, puisqu'on a pu avoir des parents et des amis qui venaient dans les séances Living Lab apporter également leur vision des systèmes d'orientation, puisqu'ils avaient un mot à dire sur les systèmes d'orientation. Donc on essaie de déployer dans l'ensemble de la démarche et l'ensemble des principes d'innovation qui ont été évoqués avant. Donc on va faire du conception, du prototypage, développement. Ce qu'il faut bien comprendre, et là et nous aussi on n'arrête pas d'essayer de l'expliquer aux acteurs du Living Lab, c'est que c'est une démarche par itération. Vincent le disait tout à l'heure, si on veut que nos innovations soient acceptées par les acteurs, ben, en continu, il faut pouvoir les évaluer. Et c'est pour ça que la démarche Living Lab, elle reboucle. Bien sûr qu'on va ressortir un prototype et certainement des outils dans très peu de temps, dans un an. On va dire, enfin dans les mois qui suivent, hein, si le Covid nous le permet, mais bien sûr qu'on va le faire, mais ces outils qu'on va sortir dans l'année 2022, ben, il faudra les challenger, parce que ça se trouve en termes d'acceptabilité. La génération des lycéens qui vont venir dans 2-3 ans n'accepteront plus les outils qui ont été proposés par les lycéens 2 années après. Donc la démarche Living Lab, elle est faite pour ça. C'est pour ça que vous avez vu les hélices. C'est en même temps. Alors, ça ne voudra pas dire qu'on jettera les outils qui ont été définis au début du projet L. Ça voudra simplement dire qu'il faudra les faire évoluer. Mais il faudra qu'on en soit conscient. Et puis, notre rapport, nous, également, c'était de dire la démarche Living Lab, puisque nous, on est une petite équipe, et c'est pareil du côté du TT, on ne sera pas en mesure de déployer cette démarche Living Lab sur l'ensemble des établissements de notre région. Alors, notre rapport, c'est également de dire qu'il faut qu'on forme. On n'a pas commencé à le faire, parce qu'il faut qu'ils comprennent bien les premiers cycles de la démarche Living Lab, mais dans le deuxième temps du projet, ça sera aussi une de nos missions, ce sera de les former à l'innovation et de déployer les démarches Living Lab eux-mêmes dans leur établissement. Donc, on l'a bien vu. On est sur une démarche en hélice où il faudra bien sûr sortir des choses dans la première phase et puis continuer à analyser ces dispositifs pour voir si ce sont les plus pertinents et puis s'il faut les faire évoluer. Donc nous, où on en est aujourd'hui, on est surtout sur la phase d'identification des besoins, on a fait des phases de problématisation, hein, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'enjeu c'est avant de faire une innovation, ben, c'est bien de comprendre les besoins, puis après c'est de voir à partir de ces besoins quelles solutions mieux adaptées on va pouvoir mettre en place, tout en ayant en tête qu'il y a cet aspect acceptabilité qu'il faut respecter à chaque fois et qu'il faut prendre en compte. Alors, ce qu'on a fait, alors nous, notre thématique, hein, vous l'avez vu dans l'équipe de recherche, c'est de mesurer l'innovation, donc ce qu'on appelle nous la métrologie de l'innovation. C'est de pouvoir avoir des méthodologies qui nous permettent de faire de la conception participative, collaborative, à travers des ateliers collaboratifs, des ateliers de créativité, puis de l'approche Living Lab. Et puis on a tout un pan de recherche également dans notre équipe qui est l'acceptabilité des produits et des services qu'on va fournir. Ça, on ne l'a pas encore déployé dans le projet parce qu'on n'en est pas encore là, mais dès qu'on aura des dispositifs, on va pouvoir aussi utiliser nos méthodologies. Alors, juste pour vous rappeler, pour l'instant, ce qu'on a, nous, au sein de l'équipe, on a démarré une thèse, celle de Valentine, qui était là tout à l'heure, qui est sur l'évaluation de la démarche Living Lab elle-même. Donc, ce qu'on voudra, c'est déployer notre démarche Living Lab, mais analyser si cette démarche-là a vraiment un impact, puisque, à notre connaissance, c'est une des premières fois où la démarche Living Lab, finalement, est utilisée dans les établissements d'éducation nationale et sur des problématiques d'orientation. Donc, il sera intéressant, à travers la thèse de Valentine, d'avoir quand même un feedback. Est-ce que cette démarche-là a apporté des choses, a pu permettre de générer de l'innovation dans les projets d'orientation. Bon, je ne vais pas rentrer sur les détails de Valentine. Donc ça, c'était la thèse de Valentine. Et puis la deuxième thèse qu'on a lancée également, c'est celle de Marie Griboval, qui est cette fois-ci sur les dispositifs numériques, puisqu'il y a dans notre PIA, il y a toute une partie qui s'intéresse aux dispositifs numériques qu'on va pouvoir co-concevoir dans la démarche Living Lab, qui sont déjà utilisés dans les parties d'orientation, enfin dans les démarches d'orientation. Et du coup, le travail de thèse de Marie Gribouvel, puisqu'elle a une formation plutôt informatique, c'est de caractériser ces dispositifs numériques. Parce que quand on parle d'application,
quand on parle de site web, et ben, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, ça a aussi des degrés de nouveauté, sauf qu'on est sur quand même des produits nouveaux. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'essayer de caractériser ces produits nouveaux. Parce qu'une application, c'est pas pareil qu'un site web. Ça ne diffuse pas la même information, ça n'a pas la même interaction avec les utilisateurs, ça ne va pas changer de la même manière leur façon de faire leur choix d'orientation. Et du coup, ça c'est l'objectif de la thèse de Marie, c'est de définir, de créer de nouveautés des dispositifs numériques. Et puis la troisième thèse, donc ça c'est celle de Marie, puis la troisième thèse c'est la thèse de Nicolas Hubert qui a démarré sur la réflexion de la co-création avec vous enfin pas du nouveau, mais de l'Observatoire des parcours, de l'évolution de l'Observatoire des parcours. Donc voilà, on se place sur trois parties. Au cœur de la démarche Living Lab et comment évaluer cette démarche Living Lab, ça c'est la thèse de Valentine, l'évaluation des dispositifs numériques et puis l'apprentissage des parcours. C'était juste pour concentrer nos actions par rapport au projet L et puis par rapport à tout ce qu'on a dit avant, ça a du sens pour nous parce que c'est vraiment de mesurer ce qu'on fait et en termes d'innovation. Donc voilà pour la conférence de ce matin. Si vous avez des questions à poser à mes collègues. Sur la thèse numéro 2, sur oui. Qu'est-ce qui est en cours sur l'évaluation des dispositifs numériques? Alors aujourd'hui, Marie a essayé d'analyser, a fait une première expérimentation, vous vous souvenez, au mois de mars avec le dispositif Virbela qui avait été utilisé parce qu'aujourd'hui les forums en présentiel ont disparu l'année dernière et on fait place à des dispositifs complètement virtuels. Elle avait caractérisé ce Virbela, essayé de comprendre comment l'information était diffusée, quelles étaient les interactions, donc elle a mis des indicateurs. Aujourd'hui, elle a positionné ces indicateurs-là, on a même pu faire une première publique qui va être diffusée sur le site d'elle sur cette expérimentation-là. Aujourd'hui, elle se confronte à essayer de voir quelles sont les typologies des dispositifs numériques qui sont déployés aujourd'hui, parce qu'en fait, il y en a plein. On avait parlé de Hello Charlie, qu'on devait analyser également très prochainement, qui n'est pas la même chose qu'un dispositif virtuel pour un forum. Donc aujourd'hui, elle en est là d'essayer de définir la typologie de tous ces dispositifs et de les caractériser. Parce que vous voudrez travailler, nous, sur l'axe 4, sur la découverte des métiers, justement avec des lycéens, pour voir, on en reparle ensemble, mais à la fois, il y a effectivement plein de choses qui ont été produites, innovantes ou pas, je ne sais pas, sur du contexte sanitaire. Et ce qui nous importe, c'est effectivement de voir quels sont les besoins des lycéens sur cette thématique-là. Parce que là, les choses ont été produites de façon hors sol, avec l'idée que l'innovation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était l'usage, c'était le numérique. Le numérique en soi était innovant. Et on s'aperçoit des usages, au final, les lycéens, on croit qu'ils sont très connectés, sur l'accès à l'information pour l'orientation, ça ne marche pas vraiment bien, ces aspects numériques. Donc, du coup, sur la thématique 4, découverte du métier, on va travailler avec vous. Alors, il y a éventuellement un cadre qui fait le printemps d'orientation qu'on a au mois de mars, donc à recaler un petit peu comment on devrait faire, mais c'est un peu ça, c'était de repérer cette thématique-là, à la fois les besoins des gestes internes, si on a envie déjà de travailler là-dessus, parce que c'est pareil, on suppose qu'ils ont besoin d'informations sur les métiers, peut-être qu'eux ne perçoivent pas, et puis après, de regarder effectivement sur tout ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce qui les intéresse, ce à quoi ils aspirent, et puis il y a énormément de choses qu'on fait produites ces dernières années, notamment le conseil régional qui a beaucoup produit de façon numérique, et ça n'accroche pas, donc ça serait une thématique. Alors, je ne sais pas du coup si ça se rapporte à cette thèse-là ou on en rediscutera, mais je pense qu'on a un travail après sur le projet de 10, je sais pas entre nous, et ça serait bien qu'on recale ça, on voit comment on peut faire. Avec plaisir, ça. Est-ce qu'on peut éventuellement discuter aussi sur le Hello Charlie, parce qu'on a un établissement qui s'est positionné, on a accompagné au chaque projet, c'est à Langres, en Haute-Marne, donc on s'est engagé pour un an avec eux, et donc ils ont déjà commencé, alors je ne sais pas si elle peut reprendre le train en marche, mais est-ce qu'elle pourrait éventuellement observer, ou en tout cas aller interroger les élèves, je crois qu'il y a 200 élèves qui vont être impactés, en tout cas par Hello Charlie, et les équipes aussi également, donc il va savoir si on pourrait... C'est vrai que du côté du conseil régional, ils sont partenaires de pas mal. Ils
sont très sollicités par diverses startups qui ont produit un certain nombre de dispositifs numériques et donc ils sont toujours à la recherche d'établissements. Ils disent on va expérimenter avec eux. On s'aperçoit qu'on discute avec eux que la notion d'expérimentation n'est pas très claire pour eux. Donc là par exemple ils nous demandent d'expérimenter l'application web 360. Quel sens ça fait ça? Voilà, il y a des caches d'immersion virtuelle, donc on pense que c'est innovant. Et quand on a essayé de voir avec eux qu'est-ce qu'ils voulaient regarder dans l'expérimentation, c'est pas forcément très cadré non plus. Cadré au sens de récupérer d'informations intéressantes. Donc là, nous, on va avoir 18 établissements dans le Grand Est qui vont expérimenter, au sens du conseil régional, cette application-là. Donc là, c'est pareil, on peut éventuellement les coordonnées, on est en train d'impliquer les coordonnées des établissements pour travailler éventuellement aussi avec ces notions. Marie, tu leur as donné des dispositifs à analyser différents, puis elle pourra en tirer des choses. Le but, c'est on a vu que pendant le Covid, en fait, on a eu plein de dispositifs qui n'ont pas été imposés, mais qui ont émergé, sans vraiment avoir d'analyse des besoins auparavant. Et du coup, nous, notre rôle, c'est de définir le degré de nouveauté de ces dispositifs-là. Et c'est l'objet de la thèse. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que le collègue de Strasbourg a lancé un appel à candidature d'établissements sur l'application 360. Il y a eu énormément d'établissements qui sont portés volontaires. Alors que par ailleurs, il doit envoyer des tas de messages sur autre chose, il n'y a jamais de réponse. Et donc, ça veut dire que quelque part, ils ont perçu, par exemple, le lien comme tablette numérique. Donc, je trouve que c'est intéressant de regarder pourquoi ils ont répondu autant en étant. C'est vrai que parfois, on nous lance des messages, voilà. Donc, il y a quelque chose qui, dans cette application-là, attire spontanément sans qu'on en mesure forcément les effets après. C'est vraiment un phénomène. Nous, on l'a vu à l'université, on nous a imposé Teams dès le début du Covid. En fait, il n'y a jamais eu de recueil de besoins, de comment travailler. Alors, on l'a tous adopté, mais est-ce que c'était vraiment la bonne solution? Il y a un peu d'urgence. Oui, tout à fait. Dans le cas du projet, on a un peu de temps, donc c'est l'intérêt aussi. Mais je pense qu'il faut peut-être aussi arrêter le développement du test numérique, si on n'en mesure pas la plus-value au final pour les élèves. Alors, excusez-moi, oui. Pour revenir sur on voit des captures d'écran, donc ce sont des sites qui existent ou c'est simplement pour illustrer c'est vraiment des sites qui existent. Advisor, c'est un des sites qui donne carrément des conseils sur l'orientation, qui a été développé par les startups et les boîtes privées. Donc c'est des initiatives de boîtes privées qui, voilà, maintenant il va falloir quand même qu'on analyse ça, qu'on dise est-ce que ça c'est un degré de nouveauté important, parce que en fait ils sont accessibles par tous les étudiants, tous les lycéens, donc et nous, notre rôle, c'est quand même de regarder le conseil que peuvent donner les professionnels de l'orientation et le conseil qu'apporte cela et la balance entre les deux. Donc, c'est intéressant. Voilà. Je sais plus, ça c'est Marie qui m'a dit, mais je sais plus ce que c'était. Mais je vois, ça c'était la découverte de métier aussi, mais je sais plus quelle application. Willby, c'était aussi de la découverte de métier. Donc voilà. Est-ce que vous voulez prendre une pause avant de commencer les ateliers? Je pense que ça peut être bien. Et puis comme ça nous permettra de configurer la salle. C'est surtout ça. Ouais.